place maintenant à la première keynote de cet après-midi. Il est maître de conférence en mathématiques à l'Université de Limoges. J'ai tout juste, professeur? Pour l'instant, j'ai tout juste. Enseignant-chercheur en cybersécurité. Il va nous parler des défis de sécurité qui sont liés au développement de l'intelligence artificielle. Alors l'IA en tant qu'opportunité en matière de cyberdéfense, par exemple, mais aussi en matière de cyberattaque. Donc, il n'y a pas que sans doute pas que des atouts. Je n'en dis pas plus. Thierry Berthier, je vous invite à me rejoindre sur scène. Vous allez au pupitre? Bon, Thierry Berthier, j'ai planté le décor. Oui. Enfin, j'espère que je ne l'ai pas planté trop profond, mais j'ai planté le décor. L'IA, en termes de, comment dirais-je, de sécurité, c'est une opportunité. Vous allez nous le dire, mais c'est aussi des craintes, encore une fois. Les attaquants deviennent plus forts, les défenseurs doivent muscler leur jeu. On va rester encore dans l'analogie au football. Alors, Monsieur Berthier, je vous laisse la parole. Vous avez une quinzaine de minutes. Merci. Alors effectivement, bon, j'espère que je ne vais pas être trop anxiogène, mais je vais vous parler pendant quelques minutes du côté obscur de l'IA, mais qui existe, hein, et qui est même un des éléments fondateurs de la discipline aujourd'hui. Donc l'IA, je vais vous parler en fait de trois volets. La sécurité de l'IA utilisée en cybersécurité, et puis l'IA qui se fait attaquer. Donc ce sont vraiment les trois vecteurs qui sont importants aujourd'hui. Alors pour resituer un peu au niveau de la présentation, je suis effectivement en poste à l'Université de Limoges, mais j'effectue la totalité de ma charge de recherche au sein du CREC Saint-Cyr, donc centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, donc en Bretagne, et puis à l'école militaire à Paris. D'où un peu l'orientation et les connotations de ma présentation, qui, elle, n'a rien à voir avec ce qui se passe à Limoges. Donc, plusieurs parties. Alors, une première partie sur laquelle je vais passer vite, qui est finalement une présentation générale de l'IA, de quoi est-ce qu'on parle pour pouvoir parler sécurité derrière. Et c'est finalement celle-là c'est dans cette partie-là où il y a les ferments de tout ce qui va être peut-être l'insécurité et l'utilisation de l'IA pour la sécurité. Donc, il y a beaucoup de... On a beaucoup de... Alors, le machin ne marche pas très bien. Il y a beaucoup de choses qui partent des données. Donc, la montée en puissance de l'IA aujourd'hui, c'est fondé sur à la fois un grand volume de données qui est mis à disposition, et puis sur du hardware qui aujourd'hui est aussi disponible et efficace sur le traitement de ces données. Alors, on a les différentes couches entre le machine learning, le deep learning et l'intelligence artificielle au sens large, avec parfois des confusions qui existent entre apprentissage statistique et le reste de l'IA. Une des problématiques fortes qu'on a en IA, en fait, c'est quand on essaie de chercher à construire un modèle statistique. On a un peu les trois cas. Hein. Alors, le premier cas, vous voyez, c'est une approximation qui est trop grossière. On fait passer une droite pas là où il faut. Le deuxième, qui va être la bonne approximation. Et la troisième, on va vouloir faire trop bien. Et on va avoir finalement une très mauvaise approche, qui, pour l'apprentissage, va être mauvaise. Dans cette problématique-là se situent aussi des problèmes de sécurité de l'IA qui viennent après. Je vais passer vite là-dessus. Le machine learning, c'est ce schéma ici, sur lequel je suppose les gens ont dû parler ce matin. L'apprentissage statistique, qui a fait des bonds depuis une dizaine d'années, qui existe. Les techniques sont souvent connues depuis les années 60, mais il y a quand même des progrès importants en ce moment qui sont exploités, cette fois-ci, grâce à la montée en puissance du matériel. Alors, les réseaux de neurones, et puis les couches, les réseaux très profonds de Google. Et puis, c'est aussi une histoire de matériel. Et le matériel devient aussi un vecteur d'insécurité. À la fois un vecteur d'insécurité et un vecteur stratégique aussi pour le développement de l'IA. Donc le matériel, on a des choses qui sont aujourd'hui puissantes et accessibles. Donc ça, ce sont des clés qui permettent d'avoir des réseaux de neurones physiques et qui coûtent très peu cher. À 90 $, on peut en avoir. Et vous avez le matériel, ça c'est IBM, donc ça c'est plus cher. Hein.
des cartes neuromorphiques qui imitent les réseaux de neurones biologiques. Et puis, vous avez aujourd'hui des grands acteurs comme NVIDIA, évidemment, et puis également les acteurs chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus sous-estimer la concurrence chinoise avec des groupes qui vont très très vite, qui n'existaient pas il y a 5 ans, et qui aujourd'hui sont en train de vouloir se positionner devant NVIDIA, qui n'ont pas peur finalement d'aller gratter les leaders, que ce soit Intel ou NVIDIA, très rapidement et de monter en puissance très vite. Alors, il y a le cas de Bitmain, qui était spécialisé, qui est devenu en 3 ans le numéro 1 de tout ce qui est infrastructure pour la blockchain, le minage des crypto-monnaies. Et là, ils sont en train, avec le dévissage du Bitcoin, ils sont en train de pivoter depuis 1 ou 2 ans vers les TPU et les GPU. Et ils réussissent à créer une offre très très bon marché. Pour $60, vous pouvez acheter des clés qui embarquent du réseau de neurones et avoir des solutions de calcul qui tournent sur votre système, même un système vraiment de base, quoi. Les plateformes aussi qui sont multipliées, qui sont disponibles, de l'open source à l'état de l'art. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à vouloir tout redévelopper, à vouloir réinventer la roue. Quand on est un petit acteur qui arrive, on va se baser directement sur des plateformes qui existent et on va pouvoir aller très vite dans le développement. Il y a des choses qui sont de plus en plus sur étagère. Évidemment, il y a TensorFlow, mais il y a des choses qui émergent aussi du marché chinois, très intéressantes. Et puis des succès de l'IA, comme tout le monde les a vus, évidemment, AlphaGo. Et puis, plus récemment, StarCraft. Donc ça, c'était quand même une première importante, qui date de janvier. Les experts disaient, il y a 2-3 ans, on n'y arrivera pas avant 10 ans. Là, aujourd'hui, il commence à y avoir vraiment de beaux résultats là-dessus. StarCraft, c'est le premier exemple où une IA prend le dessus sur des joueurs professionnels dans un contexte de jeu à information incomplète. Les gens qui étaient juste avant moi en parlaient pour le foot. Là, c'est pareil. L'information est incomplète. Et ça veut dire que derrière, vous avez tout ce qui est le volet wargame et simulation sérieuse, notamment pour le domaine militaire. Aujourd'hui, c'est une grosse ouverture vers ce domaine-là. C'est quelque chose de l'ordre du jeu, mais qui a immédiatement de très grosses applications dans le domaine militaire. Des applications militaires, donc ça... alors ici, c'est un peu tabou en France. On a une étiquette qui veut dire robotueur. Une fois qu'on a dit robotueur, c'est rideau, on ne dit plus rien. Donc ça, c'est Sea Hunter, un des premiers bateaux autonomes transocéaniques qui fait 50 mètres de long, qui est capable de traverser un océan, d'accoster tout seul, d'avoir de fonctionner en totale autonomie. Ce n'est pas un bateau philo-guidé ou téléguidé. Ce n'est pas téléopéré, c'est un bateau autonome issu du programme DARPA. C'est le précurseur d'un énorme changement de doctrine des armées américaines, russes et chinoises. Ça, c'est l'avenir des dissuasions militaires des grands. Tout le monde se lance là-dedans. Et on est loin ici des robots armés. Alors, lui, il est armé, il fait de la lutte anti-sous-marine tout seul, mais les mers vont être complètement maillées par ce type d'engin, avec des engins plus grands qui vont dépasser les 100 mètres. Il y a des grosses économies derrière tout ça. On n'a pas besoin de 36 équipages. Il n'y a pas d'équipage là-dessus. Donc c'est une économie de moyens, de sang, de coûts très importante. Et les doctrines américaines, chinoises et russes se sont lancées à corps perdu dans ce développement. Voilà un autre exemple d'infrastructure qui mêle les 4 niveaux, le niveau sous-marin, le niveau de surface, le niveau terrestre et puis le niveau aérien, avec des UAV, des drones à tous les niveaux, et au niveau cyber aussi, des drones. Voilà, c'est une vraie révolution au niveau des armées, et la France est à un moment de bascule aujourd'hui. Soit elle y va, soit elle n'y va pas pour des questions de renoncement et des questions budgétaires aussi, donc on est sur un moment pivot. Voilà. Alors, d'une manière générale, l'IA va être utilisable pour plein de choses en sécurité, pour la détection des vulnérabilités, dans les processus d'attaque, les processus de défense, la réponse à incident, et puis pour la sécurité de prouver de certains codes, et puis pour la sécurité by design, et puis pour tout ce qui est en attaque, les architectures de données effectives et immersives qui commencent à jouer un rôle très important, à la fois en attaque, mais aussi pour d'autres
d'autres contextes. Alors pour l'IA de défense, pour se défendre, l'IA est en train de transformer la cybersécurité depuis 5 ou 6 ans, 5 ans. Elle est apparue dans tout ce qui était SIEM, donc ce sont les systèmes qui managent le système d'information d'une entreprise, par exemple, et qui vont être à l'écoute. Alors les SIEM à l'ancienne, c'était basé sur des moteurs de règles, c'est-à-dire s'il y a ça, alors je fais ça. Le système réagit à des cas, une liste de cas, et à des règles humaines, des expertises humaines, et puis à un peu de données, avec des logs qui remontaient. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'User Behavior Analytics est basé sur d'autres choses. Toujours toutes les données qui sont remontées du système, mais le système évolue dans son sens, dans sa considération, puisque vous avez à la fois les machines, les serveurs, les imprimantes, mais aussi les utilisateurs. C'est-à-dire si vous travaillez je sais pas moi, chez Orange ou chez Legrand, vous faites partie du système d'information. Votre comportement va être pris en compte par la plateforme UBA qui va être installée. Alors, grosso modo, on ne va pas rentrer dans le détail, mais là, c'est un petit peu expliqué. La plateforme UBA va récolter toutes les données qui arrivent du système, d'où qu'elles soient, quelle que soit leur nature, même des données qui semblent insignifiantes, qui restaient insignifiantes et non exploitées jusqu'à présent, va les mettre dans un entonnoir, va enclencher un processus d'apprentissage au départ, c'est-à-dire qu'on va apprendre des patterns de normalité du système, comment le système fonctionne en état normal, quand il n'est pas sous attaque, et puis, quand arrive un événement de cybersécurité, un incident de sécurité, ou un micro-événement qui va amener un doute, eh bien, le système va pouvoir dire, là, il y a une anormalité, et va traiter ces anormalités dans un espèce d'entonnoir en petit à petit, en raffinant l'information, en croisant toutes les données qu'elle a captées, pour finalement sortir 10 événements de sécurité qui vont être signifiants. Alors, dans cette technique, le gros risque, c'est d'amener trop de faux positifs, c'est-à-dire de sonner l'alarme pour rien. Là, l'intelligence artificielle permet justement de réduire les faux positifs, et les 10 cas qui sont issus de millions de cas analysés vont être vraiment très signifiants. Alors concrètement, à quoi ça sert? Dans quel cas c'est mieux que les méthodes à l'ancienne? Typiquement, ce qui s'est passé avec Snowden, par exemple, quand il s'est mis à exfiltrer de la donnée de son administration, ce ne serait plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, un système d'UBA sonnerait l'alerte instantanément. Dans les 10 minutes, il y aurait une alerte et on lui demanderait qu'est-ce que tu es en train de faire, tu es en train de piquer de la donnée, pourquoi, où est-ce que tu en as besoin et qu'est-ce que tu vas en faire. Donc voilà un cas typique. Alors il y a des plateformes comme ça, j'en ai mis quelques-unes, vous avez des grands acteurs, Splunk, Thales, Orange, des Français aussi, iTrust, Centrio pour les infrastructures industrielles, IBM qui a une approche un petit peu différente. Donc là j'ai mis des sons de Thales au-dessus, des sons de Centrio en dessous. Donc Centrio, eux, ils font une plateforme qui protège les infrastructures industrielles qui sont les premières visées par les attaquants. Et puis l'approche IBM qui ressemble beaucoup IBM a une approche globale en amont de l'attaque jusqu'après l'attaque, la réponse à incident. Elle englobe toute la séquence d'attaque en amont et en aval. Pourquoi? Parce que le temps est un facteur clé quand vous êtes sous attaque. Aujourd'hui, les attaques furtives, persistantes, ciblées, elles peuvent décimer une PME ou une grosse entreprise parce que l'attaquant peut être dans le système pendant des dizaines et des dizaines de jours, exfiltrer de la donnée, revendre la donnée au plus offrant. Donc voilà, il y a toute une économie qui se crée derrière et sur laquelle il faut être très réactif. Donc l'IA permet de réduire tous les délais de détection, mais aussi les délais de réponse à incident. Alors, on va vers l'automatisation de la cybersécurité. Jusqu'à présent, il y a des experts, quand il y a un incident, on fait venir une équipe, et l'équipe analyse, rétro-analyse l'attaque, essaie de comprendre où il y a eu des failles, remet le système à peu près d'aplomb, ou crée un sous-système qui va avoir un fonctionnement un peu critique, mais qui va permettre de maintenir l'activité d'entreprise. Donc tout ça, c'est en train de s'automatiser. Alors un exemple typique, c'est le programme DARPA, CGC, alors on voit des machines derrière, donc ça c'est le tournoi, c'est un tournoi qu'ils ont organisé entre 2014 et 2016, mondial, c'est-à-dire toutes les équipes du monde entier étaient les bienvenues, il y avait 2 millions de dollars plutôt à gagner à la fin du tournoi, et le challenge c'était construire une machine, une super machine, capable, sans intervention humaine, de se protéger, d'être sous attaque des autres machines,
et une fois qu'elle est attaquée, de s'autoprotéger et puis de mener des contre-attaques contre les autres machines. Donc voilà, CGC DARPA, ça a marché avec les 16 machines finalistes comme un tournoi. Et il n'en est resté qu'une à la fin, qui au passage a eu un gros contrat avec DARPA et le département de défense américain. Ça c'est typiquement les programmes vers lesquels on va, vers une automatisation, une robotisation absolue de la cybersécurité. Pour avoir une cybersécurité en haute fréquence, une réponse à incident, une défense haute fréquence, mais aussi une attaque haute fréquence. Après, on a aussi toute la partie infrastructure, réseau. Aujourd'hui, on est en train de transformer, alors il y a beaucoup de grands groupes qui le font, là j'ai pris l'exemple de Cisco, mais Cisco est en train de créer des réseaux très mobiles et intelligents. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du réseau, on va chercher des petits endroits, de la cache, des petites puissances de calcul pour y implanter des composants de machine learning qui vont rendre résilient le réseau. Le réseau va être capable de d'avoir une rétrovision sur son propre fonctionnement by design et de se protéger, s'autoprotéger, avec très peu de ressources de calcul, et de bande passante. Donc ça, c'est tout le protocole Cisco SLN. Et puis, il y a d'autres choses, ça bouge beaucoup en ce moment. Vous avez, là, c'est ce qu'on appelle Security by Design. Donc là, on remonte très en amont. Finalement, on vient à la source. Les programmes contiennent parfois des bugs. Et ben, on va essayer de prouver qu'un morceau de programme est secure, enfin, est sûr et ne comporte pas de failles de sécurité. Donc ça, on automatise ce type de preuve de code. Et là, la France a une très bonne expérience dans le cadre de la preuve de code, avec un système comme Coq, par exemple. On parle beaucoup d'open data et de mutualisation des données. Le premier exemple a été donné avec Ember, l'initiative qui date d'il y a moins d'1 an, et qui est la première base, donc qui est ici, j'ai mis une slide pour montrer. C'est une base qui a été donnée par une boîte américaine de cybersécurité, qui contient plus de 300 000 codes malware en exécutables, donc des binaires malware, des virus, 300 000 non malware, des codes non malware, mais étiquetés non malware, et puis pareil, 300 000 codes non étiquetés, et on fait de l'apprentissage là-dessus, de l'apprentissage machine. Donc ça, jusqu'à présent, c'est une vraie révolution, parce que les grands acteurs, les grands éditeurs de cybersécurité, les éditeurs d'antivirus, n'avaient aucun intérêt à rendre public ce type de base de données. C'est leur métier, c'est leur cœur de métier, c'est leur richesse aussi. C'est là qu'est la valeur. Donc là, il y a une boîte qui a dit Banco, moi je joue le jeu et j'espère qu'on va créer l'initiative avec ça, que la base va être améliorée. Et donc là, nous, on travaille dans le cadre du Hub Francia, puisqu'on a déposé dans ce cadre-là, moi je copilote le groupe sécurité du Hub Francia qui est présent ici aujourd'hui. Et donc on a déposé dans le cadre de la DGA un des programmes qui vient à la suite de cette initiative Ember et qui vise à élargir un peu les choses avec d'autres codes derrière pour faire des bases mutualisées de malware. Thierry Berthier, oui. J'ai le mauvais rôle, il vous reste 2 minutes. Très bien, je vais vite. Donc il y a d'autres choses, RSA Conf, je passe vite. C'est souvent du côté des Américains. Des attaques, alors ça c'est l'IA attaqué, des attaques sur le machine learning qu'on met aujourd'hui. Donc les infrastructures industrielles sont sous attaque aujourd'hui, clairement. Et là où on met du machine learning non sécurisé, parce qu'on ne sait pas tellement le sécuriser aujourd'hui, il y a des preuves d'attaque sur des smart grids et puis sur de la régulation aérienne, sur ADSB. Ça a été prouvé. Il y a eu des attaques sur Microsoft T aussi il y a 1 an et demi. Microsoft a dû retirer en catastrophe son assistant. Je passe vite. Black Hat 2018, donc là il y a très peu de temps. L'IA est utilisée cette fois-ci en attaque. Donc je vais juste à la slide intéressante. Je passe vite, je suis désolé. Voilà. Vous êtes à l'attaque. Voilà, je suis à l'attaque là. Ça, c'est un virus. Ce qui est à l'intérieur, c'est un virus classique qui est arrêté par les antivirus classiques. Là, les gens d'IBM ont réussi à l'encapsuler dans une couche qui embarque du machine learning pour rendre ce virus à nouveau actif, invisible aux antivirus, qui passe à nouveau sous les défenses. Donc on a un saut énorme en cybersécurité qui vient d'arriver il y a quelques mois avec cette histoire-là. C'est très très préoccupant pour tous les systèmes de sécurité aujourd'hui. Je passe vite. Les attaques cognitives, donc ça c'est un exemple, je suis en train de vous attaquer là, avec cette slide. C'est une illusion d'optique. Vous voyez tous les bandes, ou presque tous, des bandes obliques alors qu'elles sont horizontales. J'ai attaqué votre système visuel et votre cerveau. C'est exactement le type d'attaque qu'on fait avec les composants de machine learning aujourd'hui. Être dans la matrice ou hors la matrice, on a ce qu'on appelle les architectures de données fictives. Donc ça c'est une petite modélisation qui va être construite
à partir des réseaux, des GAN, c'est-à-dire 2 réseaux de neurones qu'on met en résonance. L'un va entraîner l'autre. Et avec des GAN, on peut par exemple créer des profils complètement fictifs. Vous voyez, ces images, ce sont des gens qui n'existent pas, qui ont été créés, pas à partir d'une image, hein, mais qui ont été créés à partir de GAN. Donc ça, c'est la porte ouverte à vraiment une infinité de possibilités d'offensives cyber. Des profils fictifs, des voix fictives, des empreintes digitales et de la biométrie fictive ou de la biométrie d'imitation parfaite. Donc ces profils fictifs, on peut leur donner de la biométrie derrière et on peut faire beaucoup de choses. On peut transformer des paysages, on peut contextualiser ces profils, on peut faire du hoax, changer un zèbre en cheval et un cheval en zèbre. On peut créer des profils qui aient toutes les bonnes caractéristiques pour être des stars de la musique, stars du cinéma. Là, on en voilà un petit panel. Ces gens-là n'existent pas, mais ils ont été créés de toutes pièces avec un GAN. Et puis, créer de nouveaux discours. Souvent, vous avez vu ce type de ce discours. Le discours d'Obama, le discours de Poutine, en fait, c'est quelqu'un à côté qui dit le discours. Et Poutine ou Obama sont en train de redire le même discours, comme un perroquet, avec les bonnes intonations de voix, le mouvement des lèvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile au grand public, on parle de fake news et de deepfake, vous balancez une vidéo comme ça sur Internet, il n'en faut pas autant, hein, on voit ce qui se passe aujourd'hui en France. Là, c'est très compliqué quand vous avez une vidéo comme ça d'Obama, de dire que ce n'est pas Obama qui a prononcé ce discours. Quand vous êtes un humain et que vous regardez ça, vous vous dites qu'il n'y a aucune chance que je doute. Et pourtant, ce n'est pas lui. Pareil pour Poutine. Voilà. Philippe Berthier, c'est sur ce truc effrayant qu'il va falloir conclure. Je suis à la fin. Vous êtes au bout ? J'avais 3 pages de pub. Donc, voilà. une page de pub pour un bouquin qu'on a fait dont 2 chapitres reviennent sur ces architectures de données fictives, qui est paru dans une édition américaine. Et puis, les activités du Hub Francia, notamment pour le groupe sécurité, que je vous encourage à suivre. On a une veille. On voit qu'il y a du boulot là. Voilà. Et puis, une grande conférence qu'on a créée, qui aura lieu dans 3 semaines à Paris. Voilà. Merci beaucoup.